Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a échangé cet après-midi avec le commandant de la force unifiée des États de l'AES. Le général de brigade Daouda Traoré est venu présenter au chef de l'État un point détaillé des opérations en cours ainsi que de l'état d'avancement de la mission commune. Le gouvernement et la Banque mondiale évaluent la mise en œuvre du projet de développement conduit par les communautés, une initiative qui place les communautés au centre des actions de développement. L'objectif de la rencontre, renforcer le dialogue et identifier les opportunités de financement. C'est parti pour la 3e édition de la Semaine du numérique, un rendez-vous majeur qui réunit l'ensemble des acteurs évoluant dans le domaine des TIC. Le thème de cette édition est le e-gouvernement à l'ère de l'intelligence artificielle, opportunités et défis pour la culture. Les pays invités sont le Niger et le Burkina. Bamako abrite la 4e édition des Journées maliennes d'information médicale. Cet événement à dimension internationale se déroule autour du thème Innovation et transformation numérique en santé, enjeux et perspectives pour l'Afrique. Les experts discutent pendant 3 jours sur le numérique médical dans un contexte de crise économique. Et l'invité de cette édition est le recteur de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako. Bonsoir, monsieur le recteur. Bonsoir. Je reviens vers vous dans peu de temps. Vous servir est un réel plaisir. Merci de votre fidélité à la grande édition de 20h sur ORTM1. Bonsoir à toutes et à tous. Carnet d'audience du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, a accordé cet après-midi une audience au général de brigade Daouda Traoré, commandant de la force unifiée de la Confédération des États du Sahel. Il était accompagné du chef d'état-major général des armées, à la tête d'une force de 6000 hommes. Le commandant de la force unifiée est venu présenter au chef de l'État un point détaillé des opérations en cours ainsi que de l'état d'avancement de la mission commune. Cette rencontre a également permis à la hiérarchie militaire de recueillir les orientations stratégiques et les directives du chef suprême des armées dans le cadre du renforcement de la coopération sécuritaire et de la défense collective au sein de la Confédération des États du Sahel. Écoutons le général de brigade Daouda Traoré, commandant de la force unifiée de la Confédération des États du Sahel. Il est au micro de Garibou Pérou et de Abou Koni. Permettez-moi de rendre honneur à Dieu et de remercier très sincèrement son Excellence, le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour la confiance placée en ma personne en vue de conduire ce premier mandat de la force unifiée de l'AES. Je suis venu, je lui ai rendu compte de l'état de préparation de cette force. C'est une force de 6000 hommes qui a été équipée, entraînée et qui a atteint un certain niveau d'opérationnalisation. Ensuite, j'ai reçu de lui des orientations pour la bonne marche de la force et il m'a assuré de tout son soutien, du soutien de tout le Mali pour l'accomplissement de cette mission. Pour la population, nous allons travailler beaucoup avec cette population. Vous savez que la population est au cœur de toutes nos préoccupations et de toutes nos planifications. Donc c'est dans ce cadre-là que nous allons évoluer pour l'atteinte de notre état final et recherché, qui n'est autre chose que la pacification de l'espace en vue de permettre la relance des activités socio-économiques. La population est au cœur de nos préoccupations et je demande à cette population d'être sereine. Les résultats vont se faire sentir. Ce n'est qu'une question de jour et je pense qu'au moment de la première évaluation, on pourra faire un bilan adéquat. À présent, le contenu de ce communiqué, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale que dans le cadre des opérations de surveillance du territoire du 29 janvier 2026, les vecteurs aériens des FAMA ont découvert et traité avec succès un regroupement de terroristes en réunion dans un hameau de Fortune
situé au sud-ouest de Mourdia. Le bilan fait état de plus d'une dizaine de terroristes neutralisés avec leur matériel logistique. Le chef d'état-major général des armées rassure la population de la détermination des FAMA à sécuriser les personnes et les biens sur l'ensemble du territoire national. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a également reçu en audience le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. L'émissaire de l'Union africaine est venu transmettre au chef de l'État l'intention de son organisation de pouvoir travailler main dans la main avec le Mali et appuyer le plaidoyer que la Confédération des États du Sahel, AES, est une réalité afin de trouver un nouveau cadre de coopération Union africaine AES pour relever ensemble les défis auxquels le continent fait face. Je vous invite à écouter Dr Mamadou Tangara, haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, à sa sortie d'audience au micro de Sira Batili. Cette audience a été l'occasion pour moi de venir prendre conseil auprès de son Excellence le Président Assimi Goïta par rapport à la mission qui m'est confiée. Et c'est aussi l'occasion pour moi de réitérer toute ma fierté à représenter le continent africain et de revenir dans le pays de mes ancêtres. Vous n'êtes pas sans savoir que mon père est originaire du Mali. Donc pour moi, c'est une mission qui a une importance capitale. Et pour réussir cette mission, j'ai besoin de rencontrer les autorités, de prendre conseil auprès d'eux pour qu'on puisse accomplir cette mission. Nous sommes là pour pouvoir travailler main dans la main avec le gouvernement malien, avec le gouvernement du Sahel, pour que les objectifs qui se sont assignés puissent se réaliser. Et à côté de mon frère Diop aussi, faire le plaidoyer et ses autres collègues du Sahel pour que les gens puissent savoir que l'AES aujourd'hui est une réalité et qu'il est important qu'on puisse trouver un nouveau cadre de coopération dans la région pour qu'on puisse ensemble relever les défis qui s'imposent à nous aujourd'hui. Alors ce défi, il est sécuritaire aujourd'hui au Sahel. Et quel sera le soutien de l'Union africaine par rapport à cela à l'AES? L'Union africaine, avec la nouvelle direction, vraiment engagée aux côtés des autorités maliennes. Et le président Mahmoud a souhaité même venir ici au Mali et faire une tournée dans le Sahel pour s'enquérir de la situation et voir dans quelle mesure on peut ensemble travailler pour juguler les crises qui s'imposent, notamment la crise sécuritaire, parce qu'on ne peut pas avoir de développement sans paix et stabilité. Donc l'Union africaine est consciente de ces réalités et va travailler, Inch'Allah, main dans la main avec les autorités qui aujourd'hui sont de facto ceux qui dirigent ces pays. Aujourd'hui, le monde évolue, qu'il y a une nouvelle dynamique et il faut que les gens apprennent à s'inscrire dans cette nouvelle donne. Ça voudrait dire que le Mali et l'Union africaine repartent sur de nouvelles bases de coopération? Le nouveau président Mahmoud et son équipe sont dans de très bonnes dispositions pour travailler avec le Mali et le Sahel et tout le continent. Nous restons à Koulouba où le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a mis en route ce matin de nouveaux ambassadeurs qui représenteront désormais le Mali en Angola et au Rwanda, deux pays partenaires stratégiques du Mali en matière de défense et de plusieurs secteurs de développement. Le général de brigade Boubacar Diallo, ambassadeur du Mali au Rwanda, et Seydou Koulibaly, ambassadeur du Mali en Angola, sont venus remercier le chef de l'État pour la mission confiée et s'enquérir des orientations pour une bonne mise en œuvre de la feuille de route et porter haut la voix du Mali dans ces pays. Le président de la transition n'a pas manqué de rappeler les principes de gouvernance du Mali dans un contexte de refondation pour répondre aux aspirations du peuple et la prise en compte des préoccupations des Maliens résidant dans ces pays. Sira Batili nous fait le compte-rendu. Consolidation de partenariats jugés bénéfiques. Le Mali renouvelle ses instances diplomatiques en Angola et au Rwanda,
2 nouveaux envoyés pour 2 pays partenaires stratégiques dans la mise en œuvre de plusieurs programmes en matière de défense et de projets de développement. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, met en mission l'ex-secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Seydou Koulibaly, pour porter la voix du Mali en Angola. Ce juriste de formation a déjà servi en Inde comme premier conseiller et chargé d'affaires à la chancellerie du Mali en Inde. Le nouvel ambassadeur du Mali en Angola, Seydou Koulibaly, va travailler au renforcement des liens de coopération entre le Mali et l'Angola, renouvelés avec de nouveaux accords en 2017. Les 2 pays ont une identité de vue sur plusieurs questions de l'heure. Avec le chef de l'État, il a été question de renforcement de la coopération avec le pays. Il m'a donné des orientations pour vraiment me permettre de mener à bien ma mission. Il a insisté vraiment sur la protection des Maliens vivant en Angola. Il a aussi insisté vraiment sur la nécessité de travailler à renforcer la coopération avec ce pays, vraiment conformément à la vision des plus hautes autorités et conformément aux 3 principes qui édictent l'action publique au Mali, à savoir vraiment le respect de la souveraineté, le respect des choix stratégiques opérés par les plus hautes autorités et aussi la prise en compte des intérêts de nos populations. Et en fin de compte, le chef d'État, le président de la transition m'a donné des conseils et formulé des bénédictions pour la réussite de ma mission. Mon travail consistera à éclairer davantage vraiment les autorités angolaises par rapport à la situation du Mali, la refondation en marche au pays et tous les efforts déployés par les plus hautes autorités et pour vraiment le développement du pays et la stabilité du pays. Il s'agira aussi de passer en revue tout ce qui a été fait par les plus hautes autorités, en passant par les ANR et le dialogue intermalien et aussi vraiment la volonté manifeste des plus hautes autorités de prendre en charge, de prendre en compte notre destinée. Des principes de gouvernance qui exigent des règles de conduite rappelées également au tout nouvel ambassadeur du Mali au Rwanda par le chef de l'État lors de son entrevue de mise en route. Dernièrement en poste en Égypte comme ambassadeur du Mali, le général de brigade Boubacar Diallo est le 3e représentant du Mali au sein de la jeune chancellerie de notre pays dans la région des Grands Lacs. Sa mission sera consacrée à l'entretien des bonnes relations bilatérales Mali-Rwanda avec un accent particulier sur les secteurs de la défense et de l'économie appelés à être développés. Le Rwanda, c'est un pays très important pour le Mali qui connaît l'importance du Rwanda sur la scène internationale. C'est un pays pionnier dans beaucoup de domaines, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine du développement des start-up, c'est-à-dire le développement en un mot, et surtout que sur le plan de la géopolitique actuelle, parce que le Rwanda, la région des Grands Lacs, c'est une zone très dense. Le Mali, nous avons fait notre choix, nos réalités et notre politique pour la défense des intérêts supérieurs du Mali et requiert vraiment une analyse du diplomate pour pouvoir porter la bonne information à l'attention du décideur. Et surtout, de véhiculer la bonne information, ce qui se passe au Mali avec cette guerre communicationnelle, la désinformation à l'appui. Nous devons parler, être de votre porte-voix du Mali au niveau de la scène internationale. Le président m'a donné beaucoup de détails, beaucoup de conseils et d'orientations pour pouvoir mener cette mission à bien. Le chef de l'État a vraiment mis l'accent sur le côté sécuritaire parce que nous vivons cela au Mali et le Rwanda c'est un pays pionnier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, mais il a mis l'accent sur le côté économique, c'est-à-dire le pays est à un niveau, on a pris nos destinées en main et nous allons développer, fructifier ces échanges économiques pour le bonheur de l'entrepreneuriat malien. Et ça aussi c'est très important. Le Mali et le Rwanda ont décidé de donner un nouvel élan à leur coopération à travers la signature de 19 nouveaux accords dans les domaines prioritaires, notamment la défense, la sécurité, la justice, la libre circulation des personnes et des biens, l'agriculture, la santé et les mines. Des programmes spécifiques dans le viseur dont l'exécution se fait à travers un accord spécifique entre l'Agence pour la promotion des investissements au Mali et l'Office pour la promotion du développement du Rwanda. Le verdict est tombé hier et c'est en faveur du Mali. La Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a jugé
illégale et annuler les sanctions économiques et financières imposées au Mali par la conférence des chefs d'État tenue le 9 janvier 2022 à Accra au Ghana. Pour rappel, les sanctions portaient sur le gel des avoirs de l'État malien à la BCEAO et la suspension des transactions commerciales non essentielles. Une victoire pour le collectif des avocats de l'État du Mali. Son porte-parole, Maître Ousmane Mama Traoré, explique ici toute la procédure ayant conduit à ce verdict et l'impact de cette décision judiciaire. Il est au micro de Sidiki Dameli. Nous avons donc été constitués par l'État du Mali courant premier trimestre 2022. Maître Fatmata Sidibé Diarra, Maître Amadou Tchéoulé Diarra, Maître Cheikh Oumar Konaré, Maître Abdourahmane Ben Mamata Touré et votre serviteur, Maître Ousmane Mama Traoré. À l'effet d'obtenir l'annulation des sanctions que nous estimons illégales qui avaient été adoptées contre la République du Mali. La procédure a ses particularités et pour arriver à nos fins, il nous a fallu initier dans un premier temps une demande à l'effet d'obtenir un sursis à l'exécution. Autrement dit, empêcher qu'on mette en œuvre les sanctions jusqu'à ce que la Cour se prononce sur le fond, sur l'annulation éventuelle des sanctions. Notre première demande a été couronnée de succès à la date du 24 mars 2022 par une ordonnance numéro 06 rendue par la Cour de justice de l'UEMOA. Depuis, se sont écoulées plusieurs années, disons 4 années, parce que le processus a duré de 2022 à 2026, à janvier 2026, avant que la Cour n'examine l'affaire au fond. C'est-à-dire avant que la Cour ne se prononce sur la légalité ou l'illégalité des sanctions qui avaient été prises contre la République du Mali. Naturellement, entre-temps, nous avons eu à faire tous les déplacements utiles, à produire les écritures utiles de façon contradictoire, car comme vous vous en doutez, la commission de l'UEMOA avait également ses agents judiciaires et l'UEMOA avait constitué également 3 avocats, 2 anciens bâtonniers de la Côte d'Ivoire et du Sénégal et un confrère du Burkina Faso. Et finalement, hier 28 janvier, nous avons eu la bonne surprise. La Cour de justice de l'UEMOA a vidé son délibéré. Elle a vidé son délibéré et elle a abondé dans le sens de l'argumentaire qui avait été constamment développé par nos confrères, par notre équipe, à savoir que la Cour a abondé dans le sens du caractère illégal des sanctions qu'elle a considérées comme dépourvues de toute base légale, et elle les a en conséquence annulées, ce qui veut dire que ces sanctions sont nulles et de nul effet. Bon, cela est important car le sursis à l'exécution, ça visait à obtenir la suspension de la mesure dans son application, à savoir la non-mise en œuvre des sanctions, parce que cela risquait de créer des préjudices difficilement réparables pour la partie malienne, alors qu'elle ne reposait pas sur une base juridique saine. Maître, c'est quand même une très bonne nouvelle pour le Mali, notre pays aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons tirer, si j'ai dit nous, qu'est-ce que le Mali peut tirer aujourd'hui comme bénéfice de ces arrêts? Je vous vois venir. Vous estimez sûrement que dès l'instant où on l'emporte, passez-moi encore une fois cette expression, on peut se prévaloir de cette victoire pour demander réparation. Le Mali peut demander réparation. En procédure, rien ne l'interdit. Nous n'en sommes pas encore là. Nous agissons dans la gestion de cette cause comme des soldats et il appartiendra à nos mandants de nous dire quelle direction prendre par rapport à des suites éventuelles à donner. Oui, mais c'est quand même important de le savoir. Pourquoi cette procédure-là a pris autant de temps? Quand même, ça a pris 4 ans. C'est beaucoup, non? Vous savez, le temps de la justice n'est pas forcément le temps des justiciables. Et pour nous autres praticiens du droit, cela n'est pas surprenant que la procédure est durée compte tenu des enjeux et compte tenu de toutes les obligations qui pesaient sur les uns et les autres pour s'assurer qu'ils n'iraient pas dans une mauvaise direction, qu'ils ne feraient pas fausse route. Moi, je l'expliquerai par cela. Et je suis satisfait au bout de cette procédure et je ne peux que féliciter et rendre hommage à la Cour de justice de l'UEMOA qui a réussi à résister à des pesanteurs politiques et pour aller dans le sens
du droit et d'une bonne administration de la justice. Le gouvernement et la Banque mondiale évaluent la mise en œuvre du projet développement conduit par les communautés. Les participants ont suivi des exposés sur l'état de la mise en œuvre de l'approche développement conduit par les communautés. Faut-il le souligner, l'approche DCC, est un projet stratégique pour la stabilisation, la paix durable et le développement inclusif. Piloté par le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, qui place les communautés locales au cœur des solutions de développement. Le point de cette réunion avec Aridou Matina. En vue de renforcer et de consolider la paix, la cohésion nationale et l'accès équitable aux services sociaux de base, le ministère en charge de la réconciliation a fait le choix judicieux de placer les communautés au centre de ses visions, d'où la mise en place du projet DCC développement conduit par les communautés. Et de nos jours, cette approche s'impose comme un levier stratégique majeur pour la stabilisation, la paix durable et le développement inclusif au Mali. C'est là avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale. Le financement ne constitue pas seulement un apport financier, mais il s'agit d'un investissement stratégique en faveur de la prévention des conflits, du renforcement de la résilience communautaire et de la stabilisation durable. Le succès de cette approche DCC repose sur 3 piliers essentiels. Un leadership affirmé fort de l'État, l'implication active des communautés et un partenariat solide avec les PTF, les partenaires techniques et financiers. La Banque mondiale demeure résolument engagée aux côtés du gouvernement pour accompagner les communautés à soutenir cette dynamique. Le gouvernement du Mali, à travers le département en charge de la réconciliation, nourrit énormément d'ambition et entend s'investir à ancrer durablement le développement conduit par les communautés dans l'architecture nationale de développement au-delà de ces projets pilotes. Le ministère de la Réconciliation, avec l'appui de la Banque mondiale, a mis en place une nouvelle approche qui permet d'être beaucoup plus efficace auprès des communautés. Nous savons que les partenaires internationaux qui sont là interviennent dans plusieurs domaines. Et nous partageons avec vous cette approche pour que vous regardiez. Ça peut être des possibilités d'intervention à travers ce projet, à travers ces façons de faire pour atteindre directement les populations. Il y a des résultats sur le terrain. Il est important qu'on puisse coordonner nos actions pour qu'on puisse être efficace sur le terrain. En plaçant les communautés au cœur de l'action publique, l'approche DCC contribue à renforcer la gouvernance locale, la cohésion sociale et la redevabilité. Conviction partagée par les participants à cette réunion de haut niveau consacrée au financement du développement conduit par les communautés avec les partenaires techniques et financiers. Il ne devrait plus avoir de rupture dans l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. C'est en tout cas l'assurance que donne le ministre de l'Industrie et du Commerce et le groupement des professionnels du pétrole. Des stocks se reconstituent et on assiste à l'entrée régulière des citernes. Des mesures qui devront aussi permettre à la population de passer le mois de Ramadan sans difficulté. Les deux parties rassurent également par rapport à la disponibilité du gaz butane. Toutes ces informations sont issues de la 13e réunion hebdomadaire des deux parties. La réunion a été suivie par Moussa Kamara et Mahamadou Sidibé. C'est un message rassurant qui ressort des travaux de la 13e réunion hebdomadaire entre le ministre de l'Industrie et du Commerce et le groupement professionnel du pétrole. À la date d'aujourd'hui, la situation au niveau des stations-service est maîtrisée. Les stations sont suffisamment approvisionnées et les stocks se constituent. Selon les chiffres officiels, l'amélioration est nette. Entre le 12 et le 18 janvier, près de 40 millions de litres ont été importés. La semaine suivante, environ 34 millions de litres supplémentaires sont attendus. Et pour la période en cours, plus de 370 citernes sont déjà enregistrées. Des volumes jugés satisfaisants pour approvisionner les stations-service sur l'ensemble du territoire. La question du gaz domestique a également été abordée à l'approche du mois de Ramadan. Les acteurs du secteur s'engagent à renforcer les stocks pour éviter toute pénurie. Les autorités assurent vouloir maintenir cette dynamique afin de garantir un approvisionnement stable au profit des populations.
Bamako, épicentre de la révolution technologique sahélienne. Depuis ce matin, le Centre international des conférences de Bamako vibre au rythme de la 3e édition de la Semaine du numérique. Les échanges s'articulent autour du thème « e-gouvernement à l'ère de l'intelligence artificielle ». Opportunités et défis pour la culture. Cet événement est un véritable acte de souveraineté. Le Mali, aux côtés de ses partenaires de la Confédération des États du Sahel, affiche une volonté claire, transformer l'administration pour la rendre plus proche, plus transparente et plus efficace pour le citoyen. Le Burkina et le Niger sont les invités de ce forum qui dure 3 jours. Le reportage de Alousseni Touré. C'est un signal fort envoyé depuis Bamako, celui d'une nation et d'une confédération sahélienne résolument tournée vers l'avenir. Présidée par le ministre en charge de la communication au nom du Premier ministre, cette cérémonie d'ouverture a rappelé que le numérique n'est plus une option, mais une infrastructure stratégique au même titre que les ressources naturelles. Le Mali affiche donc ses ambitions. Le gouvernement a reçu des instructions fermes pour accélérer la dématérialisation des services publics. L'objectif est clair, utiliser l'intelligence artificielle pour réduire la bureaucratie, lutter contre la fraude et offrir aux citoyens des services rapides et transparents. De nos jours, la puissance d'un État ne se mesure plus seulement par son étendue ou ses ressources naturelles. Elle se mesure aussi à sa capacité à produire, protéger et valoriser l'information, à moderniser ses procédures, à sécuriser ses infrastructures critiques, à développer des compétences nationales et à offrir des services publics rapides, fiables et transparents. C'est cette transformation que nous devons conduire avec méthode et persévérance pour servir les citoyens, renforcer la souveraineté et soutenir la croissance. Le numérique n'est pas une vitrine, il est une infrastructure stratégique. Il touche à la sécurité, à l'économie, à l'éducation, à la santé, à la culture, à la justice et aux finances publiques. Il touche surtout à la relation entre États et citoyens. C'est pourquoi j'invite le gouvernement à accélérer la modernisation de l'administration et la digitalisation des services publics afin que chaque Malienne et chaque Malien puisse accéder plus facilement, plus rapidement et plus efficacement aux services essentiels. Cette transformation n'est pas une option. C'est une exigence, comme nous l'ont dit leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la Confédération, le général d'armée Abdraman Chani, président du Niger, et le président général d'armée Assimi Goïta, président de la transition au Mali. C'est une exigence de notre temps. Elle suppose des choix courageux, parfois des réformes profondes et la capacité de secouer certains conservatismes. Cette vision est partagée par les pays frères de l'Alliance des États du Sahel, le Niger et le Burkina, pays invités prestigieux, prônent une digitalisation humanisée. Niamey et Ouagadougou ont profité de cette tribune pour partager leur succès, notamment le programme Villages intelligents du Niger, qui connecte plus de 2000 localités isolées, tout en utilisant l'IA comme sentinelle pour préserver les langues nationales et les patrimoines. Le Niger partage pleinement cette ambition. Conscient du potentiel stratégique de l'intelligence artificielle, notre pays a engagé plusieurs initiatives visant à l'intégrer dans sa stratégie de développement, notamment pour renforcer la gouvernance publique et anticiper les crises. Cependant, nous ne devons pas ignorer les défis. Une digitalisation humanisée telle que nous la prenons au sein de l'AES exige que nous restions maîtres de nos données et de nos récits. L'IA doit être un instrument de libération et de rayonnement de nos valeurs culturelles et non un vecteur de domination technologique extérieure. L'IA est une promesse, celle d'une décision publique plus fine, d'une meilleure optimisation de nos ressources, d'une fraude traquée et d'une administration plus agile. Mais elle soulève des interrogations fondamentales liées à notre identité et à notre culture. Où sont hébergées nos données? Qui entraîne les modèles et sur quelle base et avec quelle protection? Comment préserver nos langues, nos références, notre patrimoine et nos droits d'auteur? Dans le domaine culturel, l'IA ouvre des perspectives prometteuses, comme la numérisation des archives, la valorisation et la préservation de notre patrimoine,
la traduction et la transcription de nos langues vers d'autres, comme nous venons de le voir, la diffusion de contenus éducatifs et bien d'autres choses. Le parrain de cette édition a d'ailleurs insisté sur ce point. L'innovation ne doit pas se faire au détriment de l'identité. L'IA représente une opportunité majeure pour valoriser la culture malienne à condition de respecter scrupuleusement la souveraineté culturelle et les valeurs locales. Je voudrais saluer toutes les présentations, nos homologues du Niger et du Burkina qui ont mis l'accent sur la dimension culturelle. En effet, le défi, il est culturel. Aujourd'hui, un nouveau monde est en train de naître sous nos yeux. L'intelligence artificielle, c'est un nouveau monde. Il va 1000 fois plus que toutes les révolutions. Figurez-vous, en quelques secondes, on peut, avec l'IA, créer un site professionnel en quelques secondes. L'intelligence artificielle s'adresse à notre état d'esprit, à l'humain, mais en bambara, on dit akli, parce que la culture, c'est l'esprit. Donc, c'est le cœur du débat aujourd'hui. Une application faisant office de réseau social dénommée Niaga a été présentée. Niaga a cette particularité de faciliter la communication en vocal entre les populations des 3 pays de l'AES à travers les langues du terroir. Aussi, le panel inaugural a été animé par les ministres en charge de la communication de l'AES avec pour thème IA et e-gouvernance en temps de crise, défis et opportunités pour les gouvernants. La modération était assurée par l'ancien ministre et non moins ancien directeur général de l'IUT, Hamadoun Touré. Les travaux de cette édition doivent aboutir à une feuille de route rigoureuse. Le message de Bamako est clair, maîtriser l'intelligence artificielle pour que le numérique reste un instrument de libération et de rayonnement pour les peuples du Sahel. Nous restons avec le même sujet, cette fois-ci dans le domaine de la santé, avec l'ouverture ce matin à Bamako des travaux de la 4e édition des Journées maliennes d'informatique médicale. Cet événement à dimension internationale se déroule autour du thème « Innovation et transformation numérique en santé, enjeux et perspectives pour l'Afrique ». Les experts discutent pendant 3 jours sur le numérique médical dans un contexte de crise économique. Le reportage de Barakissa Ouattara. 3 jours pour connecter le numérique et la santé. C'est le défi lancé par la Société malienne d'informatique biomédicale et de santé. Pour ces 4e journées scientifiques, les experts du secteur sont réunis pour réfléchir sur la contribution de l'innovation technologique à l'amélioration de notre système de santé. Conscient de ce rôle pionnier de notre pays, qui a longtemps joué son rôle de pionnier dans le développement de l'informatique de santé au Mali et en Afrique, nous n'avons pas d'autre choix que de relancer nos activités dans un contexte profondément transformé, où l'utilisation des technologies dans le domaine de la santé n'est plus une perspective à venir, mais c'est une réalité quotidienne. Dans cette course technologique mondiale, l'enjeu est clair. Transformer l'innovation en un levier de souveraineté pour que la santé de demain soit pensée par et pour les Africains. On ne le dira jamais assez, notre pays sera ce que nous en ferons. Comme a dit Charles Darwin, quelles que soient les hostilités, lorsqu'on met un individu là-dedans, il n'a que 2 choix. Soit il s'adapte, soit il disparaît. Et puisque nous ne voulons pas disparaître, il nous faut nous adapter. Il nous faut rénover, il nous faut innover et il nous faut changer de pratique. Une quarantaine de communications sont attendues. Cette 4e édition s'annonce donc comme un véritable laboratoire d'idées. Plus qu'un simple congrès scientifique, c'est un rempart contre la dépendance technologique qui s'est construit, plaçant les réalités maliennes au centre de la médecine de demain. Et je vous l'annonçais dans les titres, nous recevons Dr Mamadou Koumaré, recteur de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako. Rebonsoir Dr Koumaré. Bonsoir. Avec vous, un communiqué sur les résultats du test d'entrée au sein de votre université. Ok, merci. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique communique tous les candidats au test d'entrée à l'Institut universitaire de gestion UIG
de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako, ISGB, sont informés de l'annulation des résultats proclamés le 9 janvier 2026 au titre de l'année universitaire 2025-2026, compte tenu des nombreuses irrégularités constatées dans les moyens d'admission. Par conséquent, la date pour un nouveau test fera l'objet d'un communiqué ultérieur. Bamako, le 29 janvier 2026. Merci bien, Dr Koumari. Ok, merci, je vous en prie. Et nous arrivons donc à la page AES de cette édition. C'est juste après le jingle. Et la page AES nous conduit au Niger. Des terroristes se sont attaqués à l'aéroport Djori Hamadi. Ils ont été mis en déroute par les forces armées nigériennes. Plusieurs terroristes neutralisés, parmi lesquels un Français. Le président de la République, le général d'armée Abdraman Tchani, s'est rendu ce matin sur les lieux pour constater les dégâts et apporter son soutien aux forces armées nigériennes. Le reportage de Karim Maman Barmou. Les images parlent d'elles-mêmes. Au sol, les corps jonchés des assaillants neutralisés, dont un Français. À leur côté, des armes de guerre et plusieurs motos utilisées lors de cette attaque barbare avec la présence des Français et plus loin, les complices interpellés désormais entre les mains des forces de défense et de sécurité. Ces images témoignent de la riposte immédiate et efficace des forces de défense et de sécurité. Très tôt ce matin, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, général d'armée Abdraman Tchani, s'est rendu sur les lieux visés à l'escadrille. À son arrivée, il a été accueilli par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, général d'armée Salif Moudi, et salué par la hiérarchie militaire. Sur place, le président de la République a tenu à constater personnellement l'ampleur de l'attaque et les résultats de l'intervention prompte des FDS. Une présence forte destinée à soutenir les forces engagées et rassurer les populations. Les FDS assurent que la situation est sous contrôle. Le dispositif de sécurité a tout de même été renforcé et la vigilance maximale demeure sur l'ensemble de la zone. Comme vous le savez, tôt ce matin, la base aérienne ou l'aéroport international Djori Hamadi de façon plus large a fait l'objet d'une tentative d'infiltration par des mercenaires téléguidés. C'est l'occasion pour nous de venir prendre contact avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité ainsi que nos partenaires russes pour leur prompte réaction. Réaction qui a permis dans les 20 minutes qui suivent de mettre l'ennemi totalement en déroute. Certains sont neutralisés sur le champ, d'autres ont été neutralisés dans leur panique déroute. Nous félicitons l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui ont su coordonner leur action, ainsi que les partenaires russes qui ont défendu avec professionnalisme leur secteur de sécurité. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Ces images, aussi dures soient-elles, portent un message clair. La menace a été contenue et maîtrisée. Les terroristes et leurs complices neutralisés. L'État reste pleinement mobilisé pour protéger chaque citoyen. La République veille et reste debout. C'est le message du chef suprême des armées, le général d'armée Abdraman Tchani.
Au Burkina, le financement des projets miniers et énergétiques, la problématique était au centre d'une table ronde. C'est une initiative de la délégation spéciale consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Il s'agit surtout d'identifier les opportunités de financement et explorer les mécanismes innovants pour soutenir les projets structurants dans les structures clés. Plus de précisions avec Urbain Benito Somé et Mariama Tamboura. Dans cette salle, l'ensemble des milieux d'affaires du Burkina Faso, des hommes et des femmes du secteur privé résolument engagés aux côtés du gouvernement burkinabé pour faire du secteur des mines et de l'énergie un pilier de transformation structurelle de l'économie nationale. Ces opérateurs économiques veulent mettre leur expertise et leur expérience terrain à la disposition de ces secteurs stratégiques. Pour y arriver, la réflexion est orientée sur la question de financement des projets miniers et énergétiques. La tenue de la présente table ronde s'inscrit dans cette logique. Elle se veut un cadre de concertation stratégique visant à rapprocher les porteurs de projets, les institutions financières, les investisseurs et les pouvoirs publics afin d'identifier des pistes et solutions adaptées aux besoins de financement du secteur que nous savons tous capitalistique. À travers cette initiative, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso que je préside réaffirme son ambition de contribuer activement à la structuration des projets bancables, à la mobilisation des financements et au suivi rigoureux des engagements pris à l'issue de cette rencontre. Cette table ronde se tient avec l'accompagnement des départements de l'industrie et du commerce et celui des mines et de l'énergie dans un contexte où le Burkina Faso veut se réapproprier ses ressources minières et consolider sa souveraineté énergétique. Et pour renforcer cette souveraineté, l'investissement du secteur privé est capital selon les deux représentants de l'exécutif burkinabé. Depuis le boom minier des années 2000, l'exploitation minière, au regard de sa spécificité, est restée longtemps l'apanage des investisseurs étrangers avec des impacts socio-économiques qui sont demeurés relativement faibles. En faisant de la promotion du contenu local un axe majeur de sa politique minière, le gouvernement du Burkina Faso a fait le choix de créer un levier stratégique pour bâtir une économie plus résiliente, inclusive et moins dépendante, en impliquant davantage les acteurs nationaux dans la chaîne de valeur. L'organisation de la présente table ronde s'inscrit dans la logique de cette politique et vise à susciter plus l'intérêt des investisseurs nationaux pour l'exploitation minière et la production énergétique au Burkina Faso. Pour ma part, je voudrais d'ores et déjà vous rassurer que les différentes réformes qui ont été entreprises dans le secteur de l'énergie et des mines visent surtout à concrétiser notre quête de souveraineté et à faire en sorte que ces secteurs soient des leviers essentiels pour le développement de notre pays. Vulgarisation de l'information économique et financement des projets miniers et énergétiques est le thème retenu à cette toute première table ronde de la délégation spéciale consulaire nationale. Une journée qui sera marquée par des échanges directs entre investisseurs, institutions financières, acteurs privés et publics. Nous fermons la page AES avec l'accueil du cycliste burkinabé par l'ambassadeur du Mali à N'Djamena au Tchad, Bougouri Diatigi Diarra. Kaboré Frédéric Wendonda a quitté Ouagadougou à vélo le 27 décembre 2025 à destination de N'Djamena au Tchad en traversant le Togo, le Bénin et le Niger. Il est rentré après un mois à N'Djamena. Le cycliste Kaboré, à travers ce périple qu'il a appelé coup de pédale Ouagadougou-N'Djamena, entend promouvoir les idéaux de la Confédération des États du Sahel AES et encourager les ambassadeurs dans leur mission de défense des intérêts de la communauté. Dans son discours, Bougouri Diatigi Diarra a souligné que ce périple entrepris est en droite ligne de la vision claire et partagée de leur Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, et président de la Confédération AES, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition,
chef de l'État de la République du Mali, et le général d'armée Abdourahmane Chani, président de la République du Niger. En remettant un cheval cabré aux cyclistes comme cadeau symbolique, l'ambassadeur a émis le vœu que son voyage continue d'inspirer la poursuite de celui entamé au sein de la Confédération vers un avenir plus connecté et plus harmonieux pour une AES libre, souveraine et une Afrique appartenant aux Africains. Et c'est ce qui met fin à la page AES de ce soir. La ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a présidé l'ouverture des travaux de la 16e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Agence du développement durable, AEDD. Il s'agit pour les administrateurs de faire la situation des activités réalisées en 2025. Ils vont également réfléchir sur celle programmée en 2026. Il faut le préciser, le budget prévu pour 2026 se chiffre à un peu plus de 3 milliards 350 millions de francs CFA. Youssouf Diakité, reportage. Cette 16e session du Conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et du développement durable fait le bilan des activités en 2025. Malgré le contexte socio-politique et sécuritaire du pays, les résultats produits par l'agence sont jugés satisfaisants par les administrateurs. L'organisation de la 26e édition de la quinzaine de l'environnement qui n'est autre chose que des actions de communication, d'information, n'est-ce pas, à l'endroit des communautés pour la protection de l'environnement. L'élaboration d'un certain nombre de documents stratégiques tels que les rapports sur l'état de l'environnement, les activités de renforcement des capacités. Et nous avons réalisé aussi des activités qui rentrent dans le cadre, n'est-ce pas, de la mobilisation des ressources financières. La programmation pour 2026 est à hauteur de 3 milliards 350 millions de francs CFA. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a félicité la direction générale et l'ensemble du personnel pour leur détermination à atteindre les objectifs fixés. L'appui au processus d'accréditation de la BNDA au Fonds vert pour le climat, la finalisation du projet de code de l'environnement et de la stratégie nationale de sécurité climatique, l'optimisation du système intégré de MRV de la CDN, ainsi que les travaux relatifs à la CDN 2.0 et à l'élaboration de la CDN 3e génération. Ces efforts ont également contribué à la mobilisation de près de 226 millions de dollars auprès des mécanismes financiers internationaux et au renforcement de la présence du Mali dans les cadres nationaux. La dynamique pour l'agence, c'est de mobiliser les partenaires en vue de faire face aux effets des changements climatiques, gage d'un développement durable et harmonieux. Et l'invité de la semaine reçoit aujourd'hui Mme Keïta Aïdambo, la présidente de l'Association malienne des anciens fonctionnaires internationaux des Nations Unies, AMAFINOU, a été reconduite dans ses fonctions à l'issue de l'Assemblée générale tenue ce jeudi. La MAFINOU est une association qui a pour vocation, entre autres, de conseiller et d'assister les autorités et institutions maliennes, de soutenir et promouvoir les principes et idéaux de paix du système des Nations Unies. Je vous propose d'écouter un extrait de l'interview de la semaine. Madame Keïta Aïdambo répond aux questions de Yaya Konati. Je pense que nous sommes un vivier d'experts qui aimeraient partager au mieux leur expérience et leur expertise de façon gratuite à l'administration, mais également à la société civile. Comme je dis, nous travaillons à l'administration, mais également avec les universités, etc. Nous avons eu à mener des conférences sur des thématiques comme la santé et l'environnement, sur l'intelligence artificielle, par exemple. Et pour vous dire, nos préoccupations sont celles des moments, donc nous nous adaptons
et nous offrons nos services. Alors, Madame le ministre, vous produisez des documents que vous soumettez, je comprends bien, aux autorités, au système des Nations Unies. Est-ce que vous êtes satisfait de l'utilisation que l'on fait par la suite de ces documents que vous produisez dans un pays où on dit qu'on réfléchit beaucoup, on produit beaucoup de documents qui dorment dans les tiroirs? Bon, pour nous, quand même, le fait d'avoir partagé ces documents, de les avoir élaborés d'abord, parce que la plupart du temps aussi, c'est un travail collégial, et de le soumettre, comme on dit, à acquis de droit, c'est une grande satisfaction. Et en tant que mouvement, nous avons aussi un site web sur lequel nous publions nos productions. Donc là, nous avons parfois des retours. Même au niveau de l'administration, nous avons parfois des retours et ces documents sont quand même consultés. Donc ça, c'est notre satisfaction. Peut-être que ça devrait aller au-delà. Nous allons y travailler. Voilà, l'invité de la semaine à suivre après les infos météo. Le collectif intégrateur des Imgash et alliés de la région de Tombouctou passe en revue les activités réalisées en 2025 afin de dégager les perspectives en se dotant d'un plan d'action annuel. Le collectif a tenu à réaffirmer son soutien aux autorités de la transition dans le processus de paix et de réconciliation. Le commentaire de Boukari Koulibaly. C'est une rencontre stratégique aux allures de bilan et de projection. Au siège du collectif intégrateur des Imouchaches et alliés de la région du Tombouctou, les responsables du collectif passent en revue les actions menées en 2025 et dessinent les perspectives pour l'année en cours. Cette première réunion de janvier, pour relancer les activités, nous attendons justement les propositions des uns et des autres au niveau des démembrements pour compiler quelques éléments et les soumettre aux autorités compétentes, voir éventuellement quelle sera notre contribution, à quoi on peut être utile. Pour la continuité de cette dynamique, le plan d'action 2026 s'inscrit pleinement dans la vision portée par les autorités de la transition avec pour priorité la consolidation de la paix et le renforcement du vivre ensemble. Le collectif, il y a une composante sociale, une composante politique et une composante société civile et une composante aussi des maires, des élus, des associations et autres. Donc, l'un dans l'autre, cette combinaison d'approches nous facilite justement le travail d'aller dans le sens de la cohésion, de la paix, de la réconciliation, de la vulgarisation de la charte, mais aussi des actions de développement, de la mobilisation des ressources des partenaires et aussi comment organiser notre congrès de 2026. À l'issue de la rencontre, les participants ont réaffirmé leur engagement à œuvrer de manière concertée afin de faire de l'année 2026 une étape clé dans la mise en œuvre des objectifs stratégiques du SIAT au service de la stabilité et du progrès du Mali. Ouf, de soulagement pour certains services déconcentrés de l'État et directeurs régionaux de la région de Kita. Ce geste des autorités vise à renforcer les capacités opérationnelles des services déconcentrés de l'État et à améliorer la mobilité des agents sur le terrain. Le don est composé entre autres d'ordinateurs portables et bureautiques, des motos et des mobiliers de bureau. De Kita, le reportage de Mamadi Alioubari pour ORTM. 3 temps forts ont marqué cette journée du chef de l'exécutif régional à Kita. En premier lieu, la séance de restitution de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025 et la présentation des vœux du nouvel an à toutes les couches socio-professionnelles de la région de Kita. Le second temps fort a été la remise d'un important lot de matériel bureautique et informatique et de motos destinés à plusieurs directions régionales et sous-préfectures de la région de Kita. Nous remercions et saluons le gouverneur pour ce geste dont ce moyen nous est très utile pour nous faciliter les mouvements au niveau de nos circonscriptions. Et nous saluons l'effort que le gouverneur a eu pour l'offre de ces moyens roulants qui viennent s'ajouter à d'autres remises par l'État du Mali. On a reçu différents matériels comme des bureaux ministériels, des chaises ministérielles et des ordinateurs. Tout ça là pour nous appuyer dans nos tâches respectives. Cet appui vise à renforcer les capacités opérationnelles des services déconcentrés de l'État et à améliorer la mobilité des agents sur le terrain. Ce matériel a été acquis par le gouvernorat de la région de Kita et qu'il a redistribué au niveau de ses directions régionales, de ses forces de défense et de sécurité pour le matériel roulant. Il permettra aux différents sous-préfets neufs, en l'occurrence, qui ont perçu des motos de très bonne qualité et de très haute teneur pour accomplir leur mission. Nous allons continuer à chercher du matériel et à doter les uns et les autres
d'ici, nous l'espérons, la fin de l'année 2026. Au terme de la remise, le chef de l'exécutif régional a lancé un appel à tous les fils et filles de Kita à s'unir et à accompagner la jeune région dans la construction d'un développement harmonieux et durable. Des prières et bénédictions ont mis fin à cette cérémonie. De la littérature dans cette édition, 3 nouveaux ouvrages sont désormais disponibles. L'œuvre sur intitulée Premier, Libération des intelligences, une chance pour l'Afrique et pour le monde. Le deuxième, Enfin, Maria se maria et sur les traces du destin. Le premier parle de la civilisation occidentale imposée aux Africains. Quant au deuxième, il évoque principalement le mariage et le dernier aborde l'amour inexprimé et les silences face à la déconfiture de la société, des attitudes qui, au lieu d'aider l'Afrique, le plongent dans les ténèbres. Le commentaire de Sidiki Diarra. L'œuvre intitulée Libération des intelligences et une chance pour l'Afrique et pour le monde de Mamadou Ndiaye, édité par l'Harmattan. Dans cet ouvrage, l'auteur invite à déconstruire les modèles de pensée imposés afin de réancrer la réflexion africaine dans ses propres réalités vécues. Il y revisite 5 notions essentielles à savoir la civilisation, la justice, l'immigration, la gouvernance et la démocratie. Ceci pour relever la charge idéologique. Libération des intelligences, une chance pour l'Afrique et pour le monde est un appel vibrant à la lucidité et à la réconciliation. Par ailleurs, un nouvel ouvrage est désormais disponible en librairie. Enfin, Maria c'est Maria de Sidi Sanogo, paru aux éditions L'Harmattan Mali. Dans cette œuvre théâtrale, le thème central est les mariages. L'auteur aborde également d'autres sujets majeurs tels que la valeur de l'agriculture, la parenté, le cousinage à plaisanterie et le croisement des civilisations. Cette diversité thématique confère à l'œuvre un centre d'intérêt multiple et riche profondément ancré dans les réalités socio-culturelles africaines. Sidi Sanogo, auteur du livre Enfin, Maria c'est Maria, s'inspire d'une histoire qui se déroule à Karibougou, un village africain confronté à l'influence des nouvelles tendances occidentales et arabes. Enfin, vous pouvez retrouver dans vos kiosques le livre intitulé Sur les traces du destin de Fatmata Keita, un ouvrage de 250 pages édité par Badama. Cet ouvrage passionnant est écrit avec poésie et subtilité dans une démarche intimiste et profondément bouleversante. Il aborde l'amour inexprimé et le silence face à la confiture de la société, des attitudes qui, au lieu d'aider l'Afrique, la plongent dans les ténèbres. Voilà, retrouvez donc dans vos kiosques le jury disciplinaire de la CAF réuni mardi au siège de l'institution sur les incidents de la finale de la CAN 2025 Sénégal-Maroc a rendu ce jeudi son verdict et des sanctions sont tombées du point de vue administratif et financier. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Hommage à nos femmes. Bonsoir.